Pourquoi tu fais comme ça? Bienvenue dans notre émission Philocrate aux îles, un magnifique endroit de loisirs et de plaisir. Aujourd'hui nous rencontrons le grand philosophe Zob la crevette pour traiter du sujet l'amour, le cul, l'amitié. Un sujet qui intéresse tout le monde je pense. Zob la crevette, bonjour. Oui, bonjour, c'est un plaisir d'être sur le plateau de cette émission. Alors racontez-nous un peu quel livre vous avez écrit et pourquoi. Alors, si je suis ici, c'est à la suite de mon deuxième livre, après le premier qui s'intitulait Essai philosophique de l'érotisme, qui m'a valu un grand succès. Donc j'ai réussi à publier un deuxième livre qui se nomme Le feuillage tout en cachant le sexe. Et voilà, je suis là pour en parler, pour en aussi discuter votre avec troisième livre, Le cul, une question réelle. Oui, ça c'est alors je suis. Bon, il a eu moins de succès, c'est clair. Oui, mais parce que je crois qu'il était pas tout à fait encore achevé. Un peu cru, ouais. Un peu cru, mais pas tout à fait achevé. J'ai pas réussi à vraiment l'apporter, l'élever au rang de véritable essai philosophique. Je crois que je suis resté plutôt dans le cadre d'une histoire philosophique, une image. Très bien, ouais. Donc le sujet d'aujourd'hui, le cul, l'amitié, le sexe, l'amour. Première question, est-ce que vous pensez que le cul et l'amitié soient liés d'une façon ou d'une autre? Je veux dire, alors, pas de tabou entre nous. Écoutez, pour moi, il y a peu de questions à se poser. Pour moi, il y a deux choses à séparer, exactement, c'est l'amitié et le sexe, qui sont entre elles deux finalités tout à fait disparates, donc séparées, mais qui mélangées forment l'amour, exactement. Donc l'amour qui est une amitié sexuée entre guillemets. Alors vous pensez qu'une amitié qui irait plus loin, donc une amitié sexuée, se prolongerait en amour? Exactement. Si j'ai bien compris. L'amour, écoutez, les Grecs divisaient l'amour en plusieurs phases. Je ne peux pas toutes vous les citer, mais il y avait d'abord l'amour infantile, donc l'amour que tous les enfants ressentent au début. Pour leur mère, si je me trompe pas, avec tout ce complexe d'Oedipe. Le concept, il y a aussi l'amour pathétique, l'amour du pathos, véritablement, c'est-à-dire l'amour complètement débordant, avec des œillères, sans vraiment regarder ce qui nous attache. Et l'amour érotique, l'amour qui ne veut pas nécessairement dire amour du sexe, mais amour du désir, amour d'un but. Il y a aussi l'amour de Dieu, qui est le dernier amour, l'amour ultime. D'ailleurs, l'amour qu'a utilisé Jésus-Christ lorsqu'il a dit, lors de la Sainte Seine, lorsqu'il parle de l'amour, il utilise cet amour, donc c'est un amour charnel, un amour de Dieu. Justement, ce complexe d'Oedipe là, c'est un sujet très actuel. Pensez-vous vraiment que l'enfant ressent vraiment des pulsions sexuelles pour sa mère? Je crois que c'est pas tout à fait une pulsion sexuelle. Je pense qu'on doit séparer. Ce n'est pas une pulsion sexuelle. Le sexe dans son ensemble. Donc le sexe est une complexité en lui-même et chacun qui s'est adonné peut en témoigner. Le sexe est un alliage subtil. Oui, c'est avant tout se donner à l'autre. De sentiments et de dons, exactement, ouais, de dons. Oui. Et c'est ce que l'enfant peut-être ressent, c'est justement cet esprit de don. Il veut se donner véritablement à sa mère sans pour autant penser forcément au sexe qui peut-être arrivera plus tard lorsque l'enfant aura atteint un âge plus mature. Voilà. Alors justement, la maturité, parlons-en. Qu'est-ce qui change alors, ce passage justement à l'adolescence? C'est une grande transformation. Voilà, alors l'adolescence. Et là vraiment l'enfant passe à adulte au moment, on appelle ça la puberté. Justement, parlons de la puberté, ce moment précis. Exactement, donc où vraiment l'adolescence vient transforme ses pulsions. Exactement, se transforme véritablement en adulte. C'est là qu'il va pouvoir allier véritablement l'amitié qu'il a connue depuis sa tendre enfance, l'amitié, l'attachement, que ce soit à ses frères et sœurs, à ses parents, à ses connaissances, et le don de soi qui va, et là nous devons nous
lié à la biologie qui va justement, grâce aux hormones, développer un désir sexuel, le sexe qui sera tout au long de sa vie, en parallèle de l'amour, de l'amitié, pardon, une finalité qui se rejoint sur l'amour. Donc l'amour qui est, comme on l'a vu, très large, donc ça peut être l'amour de Dieu qui laisse de côté le sexe, mais ne laisse pas de côté le désir ou le don de soi. Et l'amour charnel, érotique ou pathétique qu'il a, met vraiment en avant ce côté sexuel, mais aussi le côté amitié. Donc nous voyons un exemple tout à fait frappant, c'est les couples plus âgés qui qui n'arrivent peut-être plus à avoir des relations sexuelles, mais qui ont une relation intense d'amitié très très forte et de don pour son partenaire. Alors ici, nous nous trouvons justement devant un arbre. J'ai lu dans votre livre que vous comparez cet amour à un arbre qui part d'un tronc et qui s'élargit vers les branches et qui s'éparpille finalement. Donc, ça montre la multiplicité. Voilà, mais expliquez-nous un peu ce point de vue. Je parle de l'arbre justement, donc, qui part du tronc et qui fleurit véritablement, donc qui part dans la multiplicité, donc la multiplicité de la connaissance, c'est-à-dire qu'un tronc qui est le but final, l'amour, le sexe, l'amitié, et qui peut s'élargir donc dans un panel à 365 degrés. 365 degrés. 365 degrés. Aussi dans l'espace, donc qui peut s'élargir vers de multiples horizons, mais sans oublier que l'arbre est retenu par des racines. Des racines qui sont très importantes. Qui sont vraiment, véritablement la base de cette finalité qu'est le sexe, l'amour. Remarquons que l'on ne voit pas ces racines. Exactement, on ne le voit pas, c'est caché dessous. Et je pense par exemple au confort, le confort, à l'aisance personnelle. L'argent, peut-être l'argent qui finalement arrive à un but qui est le tronc final, qui permettra l'arborescence de l'homme. L'arborescence. La finalité. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser cette image de l'arbre qui justement me fait penser aussi à ce rapprochement de l'homme et de la nature qui, ne l'oublions pas, l'homme est issu de la nature, donc il a des pulsions primaires que j'appelle justement les pulsions sexuelles, donc la finalité sexuelle, et des pulsions plus élevées, donc qui sont presque propres à l'homme, bien qu'il y ait des exceptions dans le monde animal, donc dans le monde plus élevé du monde animal, des pulsions de l'ordre de l'amitié, et ça qui forme, je dirais, l'amour vrai, comme nous avons parlé précédemment. Alors, vous comparez un peu, vous citez le monde animal, comparons un peu l'amour justement humain et les pulsions animales. Justement, j'aimerais qui fait un peu la différence entre l'homme et l'animal. Vous en parlez dans votre second livre. Exactement, alors pour moi la différence entre l'homme et l'animal est une chose extrêmement complexe, voyez-vous. On ne peut pas véritablement mettre une barrière entre ce qu'est l'homme et ce qu'est l'animal, parce que chacun au fond entre nous est un peu homme et un peu animal. Un peu animal. Voilà. Une donc comme le dit Platon, comme le dit très bien Platon, ils l'ont juste. compris autant de Grecs, que le cheval noir et le cheval blanc justement, il faut réussir à gérer ça. Justement, ce cocher qui doit gérer ce cheval noir et ce cheval blanc. Très juste. Il y a parmi les primates des réactions surprenantes d'humanité. Je pense notamment au singe bonobo qui a des rites de sépulture par exemple. Donc il a vraiment un côté humain, mais toujours ce côté animal reprend souvent le dessus. Oui. Ce que l'homme a réussi à dompter, il a réussi à dompter son côté animal pour devenir plus humain. Donc je pense que le côté animal conserve une grande partie des pulsions sexuelles, du don de soi comme on disait, et le côté humain donc, que notre cerveau a réussi à développer développe ce côté amitié. Est-ce que vous pensez que, c'est une question qui fait débat à cette époque, est-ce que vous pensez que certaines personnes auraient plus un côté animal, notamment grâce à l'usage de substances telles que l'alcool ou la drogue? Alors exactement, quantité d'exemples sont à donner.
il y a plusieurs sortes d'animal. Il y a l'animal cruauté. Je vais commencer par celle-là parce que c'est la plus terrible. L'animal cruauté. Et je pense que nous pouvons prendre exemple dans les sources du nazisme ou du communisme, où là, toute la partie humaine et la partie animale solidaire, je dirais, est partie en miettes. L'humanité part en miettes. Pour un objectif, Un idéal, pour une finalité, idéologie déviée, bien sûr, qui n'est pas forcément la bonne ou mal exécutée dans le cadre du communisme. Et là, il n'est resté que l'animal cruauté, donc qui ne pense qu'à faire le mal pour atteindre le bien. Et forcément, nous arrivons à une sauvagerie sans nom, absurdité, une absurdité sans nom, absurdité. car nous laissons de côté tous ces côtés animaux de nous, et humains. Ouais. Voilà. Donc nous parlons de l'animal cruauté en l'homme et nous trouvons tous ces exemples dans le nazisme, dans les totalitarismes, dans toutes ces périodes sombres de l'histoire qui ont démontré ces affreuses choses. Nous pouvons aussi parler de l'homme animal, donc animal pulsionnel. Pulsionnel, l'animal pulsionnel. Voilà, donc vous entendez par là pulsion sexuelle, pulsion violente. Non, violence, nous avons déjà abordé ce sujet. Instinctif, voilà. Donc, violence et cruauté ce n'est pas tout mauvais. Violence et cruauté ne sont pas... en évidence aussi la partie animale bonne. Oui, alors je termine juste avec justement cet homme mauvais, le côté mauvais de l'homme, mais qui bien sûr construira l'homme. Nous viendrons plus tard sur ce point. Alors d'après vous, le côté animal est foncièrement mauvais? Non, justement pas. Le côté qui, à l'état distillé seul, peut être mauvais. Distillé. Mais lorsqu'il est avec tout le reste, et bien entendu est tout à fait bénéfique à l'homme. Alors je parle par exemple des pulsions, lorsque nous avons des exemples, lorsque les hommes sont sous l'emprise de quantité de substances telles que l'alcool, la drogue, et là nous voyons toute cette partie humaine partir de l'âme humaine et véritablement prendre ce qui prend le dessus et la pulsion. Alors certains jeunes hommes montrent leurs attributs sexuels, d'autres essayent de véritablement s'accaparer la femelle. Voilà, s'accaparer. On a vu des exemples vraiment choquants. Sauter dans la rue. Un groupe de... Comment expliquez-vous ces phénomènes aussi de groupe? Ces jeunes qui se mettent en groupe. Exactement, voilà. Accéder à une seule femelle. Donc nous arrivons au stade du loup véritablement, qui est l'animal. L'homme est un loup. Mais il n'est pas forcément mauvais. Il n'est pas forcément. Ce côté n'est pas forcément mauvais. Donnez-nous des exemples de côté instinctif, mais pas forcément. Alors par exemple, l'homme impulsif, comme au temps de Sturm und Drang. Voilà. L'homme impulsif n'est pas forcément mauvais. Je dirais que lorsqu'il a cet esprit humain qui retient tout cet instinct animal, il peut forcément faire de grandes choses. Je pense par exemple à Marie Curie qui s'est complètement détachée du monde dans lequel elle vivait. Donc ça partait d'une intention impulsive pour justement faire de grandes recherches, arriver et mener l'homme à une ère nouvelle qui est l'ère du nucléaire, qui forcément n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais qui pose certains problèmes en ces temps troublés du nucléaire. Donc nous concluons cette émission sur le nucléaire. Nous avons... le soleil se couche en même temps que c'est notre émission. Alors j'aimerais juste ajouter un mot, phrase de conclusion. Si vous deviez conclure avec une seule phrase. Si je dois finir avec une seule phrase, je dois dire que tout est lié. C'est à nous de créer le lien entre ce qui nous plaît. The Black Ruette, merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous, c'était très un grand plaisir. Florissante, arborescente. À très bientôt. À très bientôt. Et j'espère continuer à bien. Je n'y me prépare. Merci. Au revoir.